Les gars, là j'ai un petit coup de cœur encore. Là j'ai un petit coup de cœur, je vous avoue que là c'est les sentiments qui vont parler et c'est plutôt une bonne chose parce que ça va se transcrire dans ma voix durant tout ce qu'on va traiter. On a affaire à un mec qui issu de la franchise que j'aime, ok? Les Indiana Pacers. Quand vous dites Indiana Pacers, vous pensez à qui en premier, les gars? Dites-moi. Vlad. À des rednecks. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu fatigues comme ça? Pourquoi tu fais des choses comme ça? À Jermaine, un renard test. À des mecs avec des salopettes, des bobs, je sais pas. Oh, mais Ça. vous êtes Terminé. nuls, les gars. Franchement, vous êtes nuls. Soyons sérieux. Notre ami Reggie Miller, ou comme dirait Reda, Régis Miller. Reggie Miller. Alors moi, en fait, je vous explique quel était le coup de cœur. Pourquoi Reggie Miller, déjà, pour moi et même pourquoi Indiana Pacers, parce que c'est le porte-étendard de cette franchise, soyons clairs. En fait, moi, c'était la série 98, finale de conférence Est, face aux Bulls, que j'appréciais. Mais moi, j'aime voir les équipes avec petit budget, voilà, qui viennent de nulle part, entre guillemets, pas trop mis en avant face aux gros, parce qu'à la cité, quand on joue au basket ou au foot, moi, je kiffe faire tomber les grosses équipes. Il y a ce petit sentiment qui est là, tu vois, où tu te dis, voilà, là, on a frappé les grosses têtes, ils ont voulu faire les mecs mortels et on les a gonflés. Et l'attitude qu'a eu Reggie Miller au cours de toute cette série, que malheureusement il a perdu face aux Bulls de Chicago de Michael Jordan, il n'a pas eu froid aux yeux, il n'a pas eu peur de l'affronter. Et c'est pour ça que c'est là que j'ai commencé à regarder cette équipe d'Indiana, qui s'est prouvé encore une fois en finale 2000. On aura attendu revenir, mais Reggie Miller, c'est mon mec, c'est mon gars. Ça a commencé en 87 et il a été fidèle. Vas-y, Samuel. Pour te suivre, moi, 98, pareil, parce que j'avais NBA Live 98 à l'époque. Et je sais pas si vous vous souvenez de Reggie Miller dans NBA Live 98. Il mettait tous ses shoots. Si tu jouais contre un mec qui prenait Reggie Miller, t'as deux doigts de péter ta manette. Non, mais c'était d'une insolence. Je me rappelle, moi, j'étais déjà Lakers, donc je prenais les Lakers. Comme d'habitude. Et du coup, ça manquait un peu de shoot. Et en face, j'avais un pote qui prenait toujours les Pacers et mettait des 3 points dans la gueule avec Reggie Miller, mais j'en devenais fou. Hein. Non, mais il y a de quoi. Il y a de quoi, Vlad. Hein, monsieur shooter. Reggie Miller, en fait, il le porte. En fait, sa carrière, c'est un peu l'histoire de sa vie. C'est le mec qui a toujours été, comme tu pourrais dire, un peu l'underdog. Donc, le mec qui n'est jamais favori, parce que, bon, déjà, même de sa famille, hein, on parlera pas de sa sœur, mais qui était toujours le second, qui n'était jamais le favori. Et il s'est toujours battu, justement. Enfin, il a toujours fait de sorte à essayer de battre les plus gros tout le long de sa carrière. C'est ça. Même à 3 points, et au final, il est derrière Ray Allen. Il est toujours second. Non, mais dans le classement des meilleurs marqueurs. C'est après qu'il a rattrapé. Ben, c'est même bien que tu parles de sa sœur. On va quand même en parler. Ça te dérange pas au niveau de son enfance par rapport à Reggie Miller, parce que c'est pas gagné. Hein. Il a des problèmes osseux à la hanche, au bras. On va dire que l'articulation et la motricité de la partie haute du corps, c'est très compliqué pour Reggie Miller dès le début de sa vie, hein, concrètement. Il est dans une famille de sportifs, hein. Sa sœur du coup est joueuse de basket et son frère est joueur de baseball. Mais même exact. Et sa sœur va concrètement devenir son mentor. Concrètement devenir son mentor. Vous savez qu'on clashait Reggie Miller à l'extérieur, pour parler du côté misogyne un peu des Américains et même des hommes en général. On clashait Reggie Miller parce que c'est sa sœur qui l'avait formé, quoi. Ouais. Mais c'est les mecs, tu sens que ça vole pas haut. Attends, des propos inadmissibles que je ne veux plus jamais entendre. Les gars, on va voir le CSA après. Ouais, c'est pour ça. Des propos vraiment très, très, très compliqués. Dédicace à Liza Leslie. Ouais. Celle-là, bon, on évitera de rentrer dans le sujet, s'il vous plaît, messieurs. Franchement, c'est pas le moment. Et en tout cas, Reggie Miller, au niveau des stats, donc drafté en 87, c'est important à dire quand même parce qu'il a fait quand même toute sa série. Il a été drafté par UCLA, donc université californienne. UCLA, c'est 4 ans. Il fait ces 4 années, contrairement à aujourd'hui, où vous avez beaucoup de joueurs, même depuis la fin des années 90, qui ne font plus tout leur cursus en université. Là, on a affaire à quelqu'un qui va pallier toute sa formation universitaire et qui va être drafté à l'année 87 par les Pacers d'Indiana, une franchise dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est une draft qui était surtout connue là, au départ pour David Robinson, à l'époque des big men, et ensuite Scottie Pippen aussi. Horace Grant, Kevin Johnson, Kevin Johnson, meneur par la suite des Suns de Phoenix, donc acolyte et Muggsy Bugs. Et Muggsy Bugs. Alors, acolyte de Charles Barkley, Kevin Johnson. Et la draft 87, bon, il y a quand même pas mal de bons noms, hein, parce que t'as encore Mark Jackson, le meneur
des Knicks. Coucou encore une fois à Brice et à tous les supporters des Knicks. Et toujours les saluer. Ouais, on va en parler là des Knicks, hein, parce que Reggie Miller, c'est leur bourreau. Exactement. Vlad, dis-moi, tu penses quoi des premières années, on va dire, de Reggie Miller Oui, alors en plus, au niveau de sa draft, faut rappeler qu'il a été, mais pas du tout accepté, hein. C'était pas du tout le joueur qui devait partir là-bas. Il a été très mal accepté sur les premiers temps. Donc déjà, même là, il part, on va dire, il part pas du tout favori. Donc obligé de se faire son image et voilà, de se faire accepter par le peuple d'Indianapolis, de l'Indiana dans sa globalité. Après, au niveau il arrive quand même à se démarquer assez rapidement. Au niveau de ses premières saisons, bon, ça commence avec 10, 16 et après, dès la troisième saison où il est direct All-Star à 24 points. Donc, Ouais. le gars montre qu'il est solide d'entrée et en plus, il fait des saisons quasi complètes. Donc, le mec est régulier comme pas possible. Exact. C'est un gars qui a 18 ans de carrière, hein, qui a une longévité incroyable. Hein. Puis en plus, j'ai pas l'impression qu'il ait une saison de trop. Ouais. Il a quand même été toujours régulier, avec un pic, bien sûr, comme il a dit là, dès sa troisième saison, entre 89-90, et surtout la finale des Pacers en 2000. Donc on va dire, c'est 10 ans vraiment où il est au top. 10 ans au top. Et après, il a une fin de carrière honorable, comme ses stats de rookie et sophomore. Exact, parce qu'il ne devient plus la première option offensive de l'équipe des Pacers, où il doit en effet laisser la place à Jermaine O'Neal et Ron Artest qui prennent le leadership de l'équipe. Donc à juste titre, il se retire. Mais ce qui est important, c'est que cette croissance au niveau de la deuxième et de la troisième année, il passe de 16 points par match à 24. Si on était dans ces années aujourd'hui, il aurait gagné sans doute le titre de MIP, donc le titre de meilleure progression de l'année, qui a été décerné en premier cas, je crois, avec Tracy McGrady, je crois aussi. Après, en effet, Gio qui l'a gagné. Mais l'année 90 marque vraiment l'année où Reggie Miller se porte comme étant un élément majeur de la NBA, d'un petit marché, en effet, parce que ses premières rencontres en play-off, il commence à les traiter avec pas mal de défaites au premier tour, notamment pour les franchises qui commencent à arriver dans ce monde-là des play-offs où tout se joue concrètement. Et 194, il faut qu'on en parle de ça. En 94, il arrive en finale de conférence. Et là, on va commencer champion du monde aussi. Et champion du monde en 94 aussi, juste après, avec la Dream Team. C'est bien qu'on en parle parce qu'en 94, Reggie Miller, avec les Pacers, n'ont plus affaire à Jordan, qui a pris sa retraite. Bon, ils sont toujours présents concernant les Bulls, mais les Knicks les sortent en demi-finale de conférence. Et en finale de conf, ils affrontent les Knicks, et c'est à partir de ce moment-là où ils commencent à se faire un nom qu'on appelle The Knick Killer. Dites-nous en plus, les gars. Déjà, comme déjà dit, c'est bien de rappeler, c'est que à l'époque, contrairement aux années 2000, la conférence S, c'est là que tout se passe. T'as les Bulls, t'avais les Pistons aussi fin 80, début 90. Tout à fait. T'avais les Celtics, donc les Bulls, les Knicks. Non, c'est là-bas que les Pacers, les Pacers. T'avais des grosses équipes et les meilleurs joueurs du monde étaient à l'est. Hein. Bon, t'avais toujours à l'ouest, bien sûr, une ou deux équipes notamment Houston, tout à fait, qui étaient présentes. Mais l'est, c'était quand même quelque chose. Puis ensuite, il y avait aussi la montée en puissance des Magics de Shaq et Penny. Donc c'était une grosse rivalité à l'est, et là, comme tu l'as dit, face aux Knicks, ça a créé vraiment des confrontations épiques, notamment là où c'est cette année 94 où ça commence déjà à faire son nom. Ah mais ça commence clairement à faire son nom. Oui, vas-y Vlad, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, il commence à faire clairement son nom, et puis bon, il y a un match qui est mythique sur la finale de conférence, et en plus c'est là que pour Reggie Miller, il commence à se dire, c'est un peu le moment où jamais, justement, où je peux commencer à me faire un vrai nom. Parce qu'il n'y a plus Jordan, il n'y a plus les Bulls. Enfin, les Bulls qui se font jeter assez rapidement. Et là, c'est pour eux la porte grande ouverte directement en finale. Exact. Après, on connaîtra la suite. Mais bon, je te laisse raconter. Je pense que tu vas plus aller sur le match 5, notamment, je pense. Tu parles de la série en 95 ?
Non, même sur 94, on peut aller Même déjà. sur 94, je crois, il met 30 points, je crois. Il fait un truc incroyable, je crois. Il met avec la série des 8 points en 9. Alors, il faut quand même signaler, au 94, les Knicks passent et éliminent les Pacers en 7 matchs, en finale de conférence Est. Hein. Donc, les Knicks vont en finale NBA face aux Rockets, qui perdront par la suite. Hein. Donc, on connaît face à Hakeem Olajuwon qui a dominé Patrick Ewing. Mais la faiblesse de cette équipe des Pacers, c'est que dans la peinture, Rick Smith, le néerlandais, a du mal en effet à maintenir Pat Ewing, hein, qui était quand même un joueur majeur en NBA en ce temps-là. Et t'as Reggie Miller qui fait des stats exceptionnelles, notamment avec ses 30 points. Et aussi, c'est ce fameux match 5 où Monsieur Miller écrase les Knicks et qui se permet de faire un signe à Spike Lee, ses mains dans le cou en lui faisant part que tu vas suffoquer avec moi. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est ça qu'on aime. C'est un des plus gros trash talkers de l'histoire. Ah, mais on est d'accord. Reggie Miller te rentre dedans. Il te rentre dedans. Et pour le suivre, c'est vraiment pas facile parce que Reggie Miller, t'as l'impression que même dès le début du match, tu sens que le mec, il regarde même le creux de ses yeux. Il est là pour t'assassiner. Il est là pour te couper dans la parole, dans la bouche, mais également dans le jeu du marquage. Parce que c'est dur à suivre un mec comme ça. Il faut savoir qu'en NBA à l'époque, le prototype des joueurs ne sont pas comme ceux de Reggie Miller. T'as affaire à un joueur qui est mince, pas musclé, pas dessiné, en tout cas qui est tracé sec. On le voit au niveau de sa morphologie. Mais au niveau des déplacements, il y a peu de joueurs qui ont le même rythme que lui. Le jeu sans ballon, qui est aujourd'hui maintenant, concrètement, c'est son héritage qui se passe aujourd'hui au niveau du jeu sans ballon en NBA. Reggie Miller et le jeu des écrans, exceptionnel. S'il a ce corps fin où il peut se mélanger, oui, tu sens que le mec, il est fluide dans ce qu'il fait. Et dès qu'il a le ballon et dès qu'il sort d'écran, tu sais que tu vas être puni. Tu sais que tout le monde retient son souffle quand Reggie Miller a le ballon. Et les Knicks sont bien passés pour en parler. Encore une fois, un petit coucou à Brice. Quand on parle de mecs, des bisous, genre mental, genre le tireur à glace, tout ça là, mental d'acier, c'est un gars que c'était dur de rentrer dans sa tête. Hein. Ah non, il faut y aller. Malheureusement, ils perdent au game 5 de 4 points, mais Ewing fait un match 24 points, 22 rebonds. Non, c'est de la folie. Devant son public, en plus, le match était à New York. Hein. Donc, c'est ça. Ils sont passés à côté de quelque chose, je pense, cette année. L'année 94. Ouais. Après, je ne pense pas que ça aurait changé l'issue finale. Hein. Je pense que Houston était au-dessus. Je pense aussi. Mais c'est dommage. Je pense aussi. C'est même bien que tu dises ça avant que Vlad puisse reprendre. C'est que, en fait, le problème des Pacers, c'est que concrètement, ça se voyait plus dans le passé quand tu avais affaire à un petit marché dans lequel tu pouvais pas être très attractif au niveau des transferts parce que Reggie Miller n'a pas eu, selon moi, des autres joueurs majeurs à ses côtés. Bon, bien sûr, des joueurs très intéressants, des joueurs honorables, tels que Mark Jackson. Mais je pense qu'un soutien avec un autre joueur majeur à ses côtés, confirmé dans la ligue, aura été vraiment d'un apport de poids concernant les résultats des Pacers au cours des années 90. Ouais, parce que malheureusement, il a ce soutien, mais quand il est sur la fin, avec Jermaine O'Neal. Mais Jermaine O'Neal, c'est encore un jeu. C'est pas encore ça. Enfin, c'est pas encore ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est en 2004. Je trouve que c'est cette année-là, contre les Pistons, je pense qu'il y avait moyen de passer et qu'au final, c'est plus au mental qu'il le lâche. Bien sûr. C'est décevant cette fin. Bien sûr. Toute la saison, il domine la conférence. Hein. Au final, ils finissent quand même derrière les Pistons, il me semble, au final. Non, ils finissent premiers à l'Est. Ils finissent premiers à l'Est. Ils finissent premiers à l'Est, 61 matchs. Justement, ils étaient quand même grands favoris et au final, les Pistons les ont en play-off. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, parce que sur la fin de carrière, si ça vous dérange pas, on reviendra ça sur la fin parce que c'est quand même important à signaler les différents points. Vlad, par rapport au duel, tu penses quoi de sa confrontation avec Jordan? Oh, c'est le plus grand drame de sa vie, hein, je pense. Hein, la confrontation avec, surtout la série de 98, mais de toute façon, les deux, quoi qu'il en était, ils pouvaient pas se piffrer déjà. C'est dès qu'il y avait une confrontation Bulls Pacers, c'était électrique comme jamais et de toute façon même à cette heure-ci les deux ne peuvent toujours pas s'apprécier et ça a été et d'ailleurs ça a été très compliqué pour obtenir l'interview de Reggie sur The Last Dance. Hein. Exact.
C'est-à-dire, Reggie Miller a plusieurs fois repoussé les avances des producteurs de Last Dance qu'on a tous vus au cours de cette période de confinement. Même Stockton a également repoussé les avances, je crois aussi. John Stockton qui a refusé, c'était pas loin non plus aussi, je crois, pour Karl Malone, mais enfin bref. Et celui qui a réussi à le convaincre au final de faire l'interview, on va dire un peu à contre-cœur, c'est quelqu'un qui a aussi pris cher par un autre arrière, un peu du même ressort que Jordan, qui s'appelle Jalen Rose. Jalen Rose a poussé que Mr. Reggie Miller puisse quand même participer à Last Dance. Ouais, c'est ça, ouais. Tellement que la série de 98 était encore tellement ancrée en lui que il arrivait pas à digérer la chose et il refusait catégoriquement au début de passer cette interview. Mais en plus de ça, c'est important que tu dis ça parce que Reggie Miller, même pendant les interviews sur Last Dance, tu vois que le mec, il est quand même marqué intérieurement, en fait. Tu sens que le mec, quand il parle de Jordan, c'est compliqué. Et les premières choses qu'il remet en avant, c'est la rivalité qu'il avait, parce qu'il y a plusieurs frictions au niveau du duel et de sa rivalité avec Michael Jordan au cours des matchs précédents, saison régulière et consorts. Au cours de cette série et le fameux match 6, sur la dernière action, les gars, il faut qu'on en parle. Action décisive, Michael Jordan est littéralement poussé par Reggie Miller. Alors c'est plus qu'une poussette, c'est plus moi aussi je suis prêt à m'imposer et c'est ça de mec. C'est pour ça que j'ai le seum avec les mecs de la génération d'aujourd'hui. Ils sont incapables de pousser les LeBron James de cette manière-là. Purée les gars, rentrez dedans les gars. Et d'ailleurs, le plus gros adversaire pour moi de Michael Jordan, je me demande si c'est pas lui. Hein. Oh non, tu vas quand même Isaiah Thomas. Non, cette année-là. Pour moi, c'est plus dur ce match, cette demi-finale que la finale contre les Jazz. Ça se tape. Ouais. Pourquoi ça se tape, Val? Le Jazz, c'est une revanche. Hein. Donc les gars sont, ils ont, ils sont déterminés à écraser les Bulls. Ils sont déterminés à écraser. Et ça, c'est l'équipe du Jazz en lui-même. Là, tu as affaire à un mec qui joue au même poste que toi au niveau du poste 2. Oui, là, c'est plus il y a une confrontation. Ouais. Après, c'est vrai, il y a quand même une rivalité au niveau des franchises parce que les Bulls et les Pacers, c'est des régions qui sont à proximité, division centrale. Les Bulls avec l'Illinois, les Pacers, donc l'Indianapolis à proximité et tout. Donc, tu as quand même une rivalité régionale qui est quand même présente. Mais là, tu as un vrai match dans le match où tu as Reggie Miller et Michael Jordan qui jouent tous les deux au poste 2, qui n'ont pas peur de se rentrer l'un et l'autre dedans. Et Jordan le dit, c'est-à-dire les Pacers, c'était avec les Knicks, au cours des années 90, ça, c'est plus grande rivalité depuis la fin des Pistons, fin années 80. Reggie Miller sur cette période, je pense qu'il a aussi envie de dire, ça y est, c'est à mon tour. Il vient de gagner aussi les JO en 96, avec une équipe monstrueuse d'ailleurs. Et ensuite, il est vraiment à son, j'ai envie de dire même à son apogée, quoi. Il est dans la force de l'âge, il pense que c'est le moment où il peut enfin le taper, le Jordan. Je pense qu'il se dit que c'est le moment ou jamais. C'est la dernière, il faut qu'on monte les crocs. Donc c'est pour ça, je pense aussi qu'il est aussi agressif. Il se dit si je ne l'ai pas cette année, je ne l'aurai jamais en fait. Ouais, en effet, je l'aurai jamais. Et en plus, par rapport à cela, il dit qu'il l'aura jamais. Malheureusement, il va s'incliner au cours du match 7. Ouais. Il s'est joué aussi à peu de choses, mais l'expérience des Bulls était telle que c'était très difficile pour les Pacers de faire face. En 99, ils sont premiers à l'Est parce qu'encore une fois, Jordan et les Bulls se disloquent. Donc le règne, Last Dance, on l'a bien compris, Michael Jordan et son règne avec les Bulls prend fin. Et en fait, au cours de l'année 98-99, qui est une saison lockout, dont on a déjà évoqué, les Indiana Pacers de Reggie Miller sont premiers à l'Est. Et en finale de conférence, ils affrontent les Knicks. Et là, cette série-là... Et ça craque encore contre les Knicks. Ouais, mais après 94. Est-ce qu'au final, Reggie Miller est tant un Nick Killer que ça? Ouais, c'est justement là où je voulais en venir. Ouais. Au final, le deux matchs où j'ai l'impression en fait que les 2 années où il peut faire le coup de gagner sans Jordan du coup en face, il se fait sortir mine de rien par les Knicks et par notre ami Pat Ewing qui perd encore en finale derrière. Il y a quand même alors si on fait l'ensemble des séries qu'il a face aux Knicks, en 94, il échoue
en finale de conférence. En 95, ils battent les Knicks en demi-finale de conf. Ils les mettent dehors, on a bien compris, avec ce fabuleux shoot. Mais en 99, on a bien compris, ils se font targe. Et en 2000, il prend sa revanche sur les Knicks. En 99, en plus, ils ont un parcours. Ils gagnent quand même 3-0 le premier match contre Milwaukee. Ils gagnent 4-0 contre les Sixers de notre ami Allen Iverson. Et ensuite, ils arrivent en finale de conf. On se dit qu'ils vont encore gagner haut la main ce match parce qu'en plus, ils sortent d'une grosse finale de conf l'année précédente contre les Bulls. Et au final, les Knicks les dominent. Et au final, il y a un mec qui s'appelle Larry Johnson avec une action à 4 points. Ouais, en plus. Non, mais là, c'est clair que par rapport à ça, c'est vrai que Reggie Miller, les moments où on l'attend pour qu'il puisse gagner, c'est vrai que c'est ça qui manque quand même au niveau de son palmarès. Et c'est vrai, déjà de 1, il bénéficie pas non plus alors concrètement, il bénéficie d'une grande, on va dire, médiatisation parce qu'il est aux Pacers. Et là, le moment où il faut qu'on puisse le voir parce qu'il a plus rien en face de lui, tac. Il y a ça qui bloque un peu. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau des stats, c'est exceptionnel. Même en 95, on n'en a pas parlé parce qu'il bat les Knicks, mais en finale de conf, ils se font battre par les Magic. Mais t'as vu qui t'avait au Magic? Incroyable. Moi, c'est une de mes équipes. Penny Hardaway, je suis grand fan. Mais dire en fait qu'il a toujours loupé l'occasion en fait. Au final, c'est un peu un malchanceux. C'est un malchanceux qui malheureusement. Alors cette fois-ci en 2000, il arrive en finale NBA. Alors c'est vrai que. Enfin, oui, on peut dire enfin, après les innombrables batailles qu'il a eues en play-off. En 2000, il sort les Knicks, enfin, parce qu'ils s'affrontent enfin en play-off. Et les Knicks se font ratatiner, parce qu'en 99, il rate l'occasion avec la blessure de Pat Ewing. Et c'est là que tu sens quand même que c'est la fin concernant des Knicks. Et là, pas le boulevard pour les Pacers, qui s'affirment concrètement comme étant la première force à l'Est, enfin. Et en 2000, en finale, il se marche un peu sous les pieds, notamment lors du Game 1. Je sais pas si vous vous souvenez, parce que Reggie Miller, là, cette fois-ci, a l'occasion enfin de briller. Et il a pour qui pour coach? Larry Bird. Vous vous souvenez. C'est Larry Bird, parce qu'il est originaire de l'Indiana, et l'Indiana l'a appelé. Larry Bird a dit, sur 3 ans, je vais tout faire pour gagner un titre. Il a quand même, malgré tout, réussi à arriver en finale. Match 1, ça a été très, 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 très difficile pour les Pacers. Déjà de 1 pour retenir chaque est inarrêtable. En fait, c'est ça le problème de cette finale, c'est que chaque est beaucoup trop fort et qu'il n'y a personne en face aux Pacers pour lutter contre Shaq. Et malheureusement, en face, t'avais du beau monde. C'est une belle équipe, les Pacers. T'avais aussi Jalen Rose, Mark Jackson, Dale Davis. C'était quand même une belle équipe. Mais en face, c'est beaucoup trop fort. Chaque est inarrêtable. Kobe commence à se montrer, à être dominant. Mais chaque il y a des matchs à 43 points, 19 rebonds, 40 points, 24 rebonds, tu veux faire quoi? Tu peux rien faire. Surtout, imagine une finale NBA là maintenant où tu as un mec qui domine à 38 points, 16,7 rebonds et pratiquement 3 contre. Ah non, mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Moi, personnellement, on n'a plus revu des stats pareils. Avec des chiffres aussi énormes, parce que Rick Smith s'est fait dévorer, même Dale Davis, qui jouait même au poste 4 à l'époque, mais concrètement, tu avais Sam Perkins aussi, qui a joué en effet aux Sonics, plusieurs s'en souviennent, mais t'as pas d'alternative. Et en plus, t'as Reggie Miller, je m'en souvenais, qui fait, lors du match 4. Ouais, il fait un gros match. Il fait un très très gros match. Kobe Bryant, en effet, qui s'était blessé. Il tourne à 35 points par match. Même le game 5 après aussi fait un gros match. De toute manière, les matchs à Indiana, parce qu'une fois que la série passe à Indiana, tu vois quand même que le mec, il est quand même là. Le mec se tape, en fait, il donne les éléments nécessaires. Mais c'est le pourcentage de shoot qui est intéressant. Parce qu'il est en moyenne entre des gros matchs. Franchement, il se démène, il fait de son mieux, mais en fait, c'est clairement qu'en face, là, pour le coup, en face, c'était plus fort. Encore les autres années où il perd, quand Jordan n'est pas là, contre les Magic ou les Knicks en finale de conf, il y avait, je pense, le moyen de passer, comme d'ailleurs contre les Pistons après, plus tard en 2004. Mais cette année-là, contre les Lakers en finale, c'est trop fort. Il peut rien faire. Il peut clairement rien faire. En tout cas, c'est tout à fait honorable, malgré tout, d'être parti en finale de la conférence Est.
et bien entendu en finale NBA. Vlad, tu avais un mot à dire avant de passer sur la fin de Reggie Miller et de son héritage? Oui, je pense qu'on a fait à peu près on a fait à peu près le tour. Et alors, ce qu'on n'a pas trop mis en avant, je trouve, c'est juste son côté clutch. Ouais. Parce que le gars a quand même pas mal d'actions clutch, notamment sur le tout début des années 2000, enfin fin 90, début 2000, où il nous fait des folies en termes de clutchitude, en fait. Donc, quand tu reprends par exemple en 2001 la série face aux Sixers, à Philadelphie, match 1, le mec, il te met le game winner, mais sans pression, alors que c'est 1 contre 8. Voilà, c'est là que tu dis le gars n'a peur de rien. Pareil contre les Nets en 2002, où il met d'abord un gros buzzer beater pour arriver en prolongation avec la planche, mais dégueulasse au possible. Et derrière, pour terminer sur un poster, alors je sais plus sur qui, des Nets, mais Des Nets. c'est là que tu te dis, mais d'où il nous sort ça, quoi. Bon, malheureusement, au final, sur ce match-là, ils perdent de 5, mais bon, et voilà, c'est des actions comme ça où c'est du pur Reggie Miller, quoi. Mais c'est bien que tu en parles parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Reggie Miller pénétrer comme ça et faire des dunks pareils. Il ne nous a pas forcément habitués à ce type de profil d'action. Et là, voir Reggie Miller comme ça, voir Reggie Miller comme ça, agir comme ça, c'est assez surprenant. Mais en plus de cela, il faut voir le nombre de shoots à 3 points parce qu'il a été, en effet, forcément leader du nombre de shoots à 3 points pendant très longtemps, avant Ray Allen en 2013, je crois, février 2013. D'ailleurs, que même Ray Allen et Reggie Miller viennent s'enlacer les bras l'un l'autre. Mais Reggie Miller shoot en carrière, sur le nombre de matchs joués, il shoot moins de 5 fois à 3 points, 4,7 précisément par match à 3 points. Il shoot 4,7 fois à 3 points par match sur l'ensemble de sa carrière. Vous remarquez la moyenne, contrairement à aujourd'hui où on shoot après de 8 à 10 fois à 3 points au cours en moyenne pour un grand joueur NBA sur les lignes arrière. C'est-à-dire sur les lignes arrière d'aujourd'hui. C'est un gars sur notre époque là qui aurait été monstrueux. Et ça aurait été de la folie. Déjà, pour le peu de nombre de shoots à 3 points qu'il a shooté, 4,7. À l'époque, on pouvait considérer que c'était beaucoup, alors qu'aujourd'hui, c'est pratiquement ridicule. Donc, sur les 4,7 qu'il shoot par match, sur l'ensemble de sa carrière, il a quand même réussi à terminer comme étant premier. Non, les gars, on se rend pas compte de ce que c'est. Donc, le Nick Killer, oui, je dirais oui au niveau du profil. Ça, c'est clair là-dessus. Et même en termes de fidélité, on peut également en parler parce que tu as beaucoup de mecs qui vont se dire ouais, oh là là, il a pas gagné de bague et tout, je sais pas quoi. Il a été fidèle. Sur la carte. Hein. Exact. Et d'ailleurs, alors vu que tu parlais un peu de sa contribution, alors, en regardant un peu ses statistiques de carrière, lorsque tu regardes bien, plus le gars marque, donc logiquement plus il a un gros volume de shoot, et plus il est efficace. Yes. C'est juste ahurissant. Le mec, sur une saison, il a plus de 51%. Oui, il a plus de 50% sur 3-4 saisons même. Donc, c'est fou. Alors que le gars, voilà, il tourne à 22, 24 points. Et oui, il va être à 51% au shoot, dont 41% par exemple à 3, quoi. Donc, tu dis, le mec, en termes de production, tu sais que tu peux compter sur lui, quoi. Sans compter les lancers francs où il est également très performant avec plusieurs fois plus de 90% sur l'ensemble de sa carrière sur les saisons qu'il a pu répéter. Concrètement, on a affaire à un joueur, moi pour ma part, pour le mot de la fin, que j'ai énormément apprécié, qui correspond à un profil totalement atypique par rapport à l'NBA dans laquelle il a traversé, qui a été précurseur par rapport au basket aujourd'hui, mais qui a manqué, je pense, des moments clés pour qu'il puisse être plus grand de ce qu'il est déjà. Il faut quand même mentionner le fameux contre de Tayshaun Prince. Pour te faire un peu mal, Damas, il faut quand même en parler. Oui, je sais. Ça signe la fin d'une longue carrière et ça résume un peu sa carrière. Au final, ça passe à rien, mais il leur a manqué ce quelque chose.